Un couple de Néerlandais, en vacances, en France, fait une halte sur une aire d'autoroute. La femme, Saskia, s'absente quelques instants pendant que son compagnon, Rex, l'attend près de la voiture. Elle ne reviendra jamais. Rex est convaincu qu'elle a été enlevée. Pendant plusieurs années, il va être obsédé par ce mystère, cherchant désespérément à comprendre ce qu'il s'est passé. Il est l'homme qui voulait savoir. C'est le pitch de la claque cinématographique que nous avons découverte lors de la dernière édition du festival Reims Polar, dans la catégorie Second Souffle. Ce film franco-néerlandais, réalisé par George Sluizer, est sorti en 1988. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, pas étonnant. Il est sorti dans l'anonymat le plus total, après moult galères pour trouver un distributeur. Avec le temps, l'homme qui voulait savoir a acquis une solide réputation tout en restant confidentiel. Désormais, après avoir bénéficié d'une restauration 2K, il est disponible en vidéo et il est donc accessible à tous. Paradoxalement, bien que le réalisateur George Sluizer ait réalisé plusieurs films au cours de sa carrière, dont certains aux USA, ils sont tous tombés dans l'oubli, sauf celui-ci, initialement passé inaperçu, qui règne désormais en maître sur sa carrière. L'une des raisons de cette pérennité, c'est que le film a terrifié l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, Stanley Kubrick. Le réalisateur de Shining a été tellement scotché qu'il a souhaité s'entretenir avec Sluizer pour comprendre comment il avait conçu et pensé son film. Par la suite, Kubrick a même engagé l'actrice principale, Johanna Terstege, pour son projet inabouti Ariane Peppers, tant il était fasciné par le film de Sluizer. Et quand on voit le film, on comprend pourquoi. L'homme qui voulait savoir a le pitch d'un thriller classique, mais il n'en est rien. Ce film est unique en son genre, faisant partie de ces œuvres iconoclastes qui resteront gravées dans l'histoire du cinéma. Pourquoi, me demanderez-vous? Le film traite en partie de l'obsession et la conception du film en elle-même semble en être une également. George Sluizer achète les droits du roman L'œuf d'or de Tim Crabbe avant même que ce dernier ne l'ait terminé. Sluizer propose à Crabbe de coécrire le scénario, mais finit par évincer l'auteur après plusieurs versions, convaincu qu'il sait mieux que ce dernier quelle direction prendre. Et ça se ressent. Rien n'est laissé au hasard, chaque détail, chaque plan est soigneusement maîtrisé. Contrairement au remake américain, également réalisé par Sluizer, qui cède au diktat hollywoodien. Dès le début, on sent qu'il s'agit d'un film d'auteur. La présentation du couple n'est pas faite de scènes de ménage banales. Elle lui raconte ses cauchemars, qui donnent évidemment un aperçu de ce qu'il va se passer dans le film. Et quelques instants plus tard, ils se retrouvent coincés dans un tunnel. Cette séquence révèle à elle seule la complexité de leur relation, bien moins sympathique qu'elle n'en avait l'air quelques instants auparavant. Et on se met déjà à craindre une issue sombre. Puis vient la séquence clé, l'aire d'autoroute, le moment où la femme disparaît, point névralgique du film. Depuis la scène du tunnel, l'atmosphère tendue et inconfortable nous a rendus, en tant que spectateurs, vigilants et attentifs aux moindres détails. Un camion qui passe, un passant, un objet. Quand Saskia ne revient pas, on devient des détectives aux côtés de Rex. L'indice qu'il possède est une photo Polaroid, ce qui fait automatiquement penser à un autre film sur l'obsession, Blow Up, de Antonioni. Mais le film, malin comme il est, explore deux obsessions distinctes. Il y a donc celle du mari, déterminé à retrouver sa femme, mais aussi celle de l'homme qui l'a enlevée. Ainsi, nous suivons également le point de vue du méchant, Raymond Le Morne, incarné par Bernard-Pierre Donadieu, qui est obsédé par l'idée de défier le sens commun. Le Morne est un scientifique dépourvu d'émotions. Dès la première scène où il apparaît, on comprend que pour se divertir, il a coupé la balançoire de sa fille cadette et caché des araignées pour effrayer son aîné, avant d'organiser un concours de cris. Des animaux aimables, adorables, utiles entre tous. Tu as dit, je reconnais que c'était un beau cri. Recommence pour voir. Ce sont des petits détails comme cela qui contribuent à rendre le film terrifiant. Même s'il est amateur, voire maladroit parfois, il faut le voir s'entraîner dans son jardin, le méchant du film est l'un des personnages les plus fascinants qui soit. En réalité, il ne veut nuire à personne. Son kidnapping est simplement le moyen qu'il a trouvé pour répondre à la question philosophique qui le hante. Mention spéciale pour la performance captivante de Bernard-Pierre Donadieu. Habituellement relégué à des seconds rôles de gros bras et de bourrin, il fait partie de ceux qui ont tué Bébel à l'écran, à l'exception de son premier rôle principal dans La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier en 87, où il dévoilait déjà une facette plus sensible.
Il trouve ici un personnage de psychopathe, complexe et nuancé, qu'il interprète avec subtilité. Le spectateur sait qu'il est inquiétant et torturé, mais il ne le montre jamais à son entourage et donne l'impression d'être un homme bien sous tout rapport en société. Le film est structuré en plusieurs segments et joue habilement avec différentes temporalités. Pendant la première partie du film, le compagnon et le méchant se partagent l'écran à tour de rôle avant de se confronter durant les 45 dernières minutes. En effet, Raymond est fasciné par Rex, chez qui il reconnaît une obsession similaire à la sienne. Alors, il lui propose de se rencontrer pour lui révéler enfin ce qui est arrivé à sa femme. Et vous, est-ce que vous voulez savoir ?